résumé du texte de l'UNESCO qui a été fait à l'origine, qui a été fait il y a 50 ans, en 1974. Et c'est un nom un peu long, hein. C'est une recommandation sur l'éducation pour la paix et les droits de l'homme, la compréhension internationale, la coopération, les libertés fondamentales, la citoyenneté mondiale et le développement durable. Donc c'est un long thème. Et donc ça a été revu, ça a été révisé à l'UNESCO pendant, je crois, 3 ans. Donc quand vous aurez le temps, c'est très, très important, c'est très intéressant aussi. Et l'UNESCO a vraiment œuvré dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ce thème éducation pour une paix durable, donc basé sur cette recommandation de l'UNESCO qui a été terminée en novembre 2023. Donc c'est tout récent. Donc voilà, donc c'est un point important. Et l'UNESCO a aussi donné quelques points comme apprendre pour la paix doit permettre un changement en profondeur et doter les apprenants des connaissances, des valeurs, attitudes et comportements nécessaires pour devenir des agents du changement dans leur communauté. Donc vous voyez, c'est un thème assez fort, un message assez fort que l'UNESCO veut donner aux citoyens dans le monde en fait. Et donc l'éducation apparaît comme un outil puissant pour relever et prévenir les défis à l'avenir. Un engagement véritable en faveur de la paix est plus urgent que jamais. L'éducation joue un rôle central dans cet effort. Et donc, comme vous le savez peut-être, les deux fédérations, Fédération pour la paix universelle et Fédération des femmes pour la paix, notre thème c'est la paix commence avec soi et dans notre famille. C'est aussi la première école de la paix, la famille, n'est-ce pas? Enfin, on en parlera plus tard et Monsieur Jacques Marion certainement nous expliquera un peu plus sur ce point-là. Donc voilà, nous allons commencer. Je voudrais demander à Madame Soraya Ayouch de... Ah oui, pardon. Donc Jacques Marion, le président de la Fédération pour la paix universelle, enfin, vous souhaitez la bienvenue. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Je vais effectivement d'abord vous souhaiter la bienvenue. J'interviendrai tout à l'heure après le débat. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette salle un peu humble, mais dans cette journée internationale de l'éducation. En tant qu'organisation dotée du statut consultatif auprès de l'ECOSOC, c'est-à-dire du Conseil économique et social des Nations Unies, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, pour nous c'est important de suivre justement les journées internationales de l'ONU, et c'est pourquoi aujourd'hui, enfin c'était hier en fait la journée de l'éducation, mais nous la célébrons ensemble aujourd'hui, et nous avons la chance d'avoir des représentants de l'UNESCO centrés sur ce thème extrêmement important, qu'on poursuivra d'ailleurs au cours de cette année. Donc nous aurons l'occasion d'en parler davantage. Vous avez aussi des infolettres sur nos activités qui sont dans le couloir, vous pourrez les prendre comme vous le voulez, c'est-à-dire vous pourrez avoir plus d'informations et on pourra se parler un peu après la réunion. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons l'habitude de nous retrouver ici et j'ai l'honneur de faire Soraya Ayouch, d'être un peu maître de cérémonie. Donc nous sommes aujourd'hui meilleurs vœux et je crois que nous sommes aujourd'hui réunis donc à la Fédération universelle pour la paix pour travailler, avancer sur l'éducation à la paix, éducation pour une paix durable, avec des représentants de l'UNESCO présents aujourd'hui, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation et pour le dialogue interculturel et interreligieux. L'UNESCO, comme vous disiez, a publié un texte important aujourd'hui, le 23 septembre 2023, une recommandation de l'UNESCO sur l'éducation lors de sa 42e session, la dernière recommandation datée de 1974. C'est dire l'importance de ce texte pour la paix, les droits de l'homme, la compréhension internationale, la coopération, les libertés fondamentales, la citoyenneté mondiale et le développement durable. Cette recommandation a été ratifiée par les États membres de l'UNESCO, présentant les garanties tellement importantes aujourd'hui dans notre environnement et les enjeux importants sur l'éducation, les garanties humaines, sociales, économiques
écologique. Dans notre actualité, il est important de rappeler que la Fédération des femmes pour la paix mondiale est actuellement présente aussi pour travailler et mettre des perspectives dans cette éducation pour une paix durable. Donc, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui M. Doudou Diène, ancien rapporteur des Nations Unies, qui a travaillé sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, qui a été membre du Conseil de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc des hôtes qui vont nous parler de ce cadre de l'éducation suite à leur implication au moment de l'UNESCO. Je présenterai ensuite M. Toki Andria Jaman Jato, qui était aussi très impliqué sur ces questions-là en tant qu'ancien membre de l'UNESCO. Je le présenterai ensuite. C'est à vous, M. Doudou Diène. Les intervenants ont 15 minutes pour que nous puissions débattre. Elle a bien raison de préciser 15 minutes parce que il y a un proverbe africain, bantou, qui dit que quand tu fais un discours, aie pitié pour ceux qui écoutent. Je m'en rappelle toujours chaque fois qu'on me demande de parler. Alors je vais essayer donc de... Merci d'abord Jacques et Patrick et vous autres d'avoir organisé cette rencontre parce que c'est ce thème qui est au cœur vraiment du mandat de l'UNESCO. Et les trois concepts qui sont dans votre programme, tous sont des concepts qu'il va falloir actualiser et approfondir. D'abord, le concept d'éducation. Et de quoi parle-t-on quand on parle d'éducation? Et quand vous regardez les programmes d'éducation dans le monde et ce que l'éducation est devenue, on se rend compte que la pratique dominante de l'éducation, c'est l'accumulation des savoirs, des connaissances. Et ce qui caractérise l'évolution du monde depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est littéralement l'évacuation de l'éducation, de la notion de valeur. L'éducation, pourquoi faire? Et cette question, l'UNESCO n'a pas pu y revenir parce que simplement la question de l'éducation a été aussi politisée à l'UNESCO. Et donc, votre initiative et ce que nous faisons à l'ONU et ailleurs est littéralement de prendre en compte deux facteurs importants en ce qui concerne l'éducation. Il faut que vous gardiez à l'esprit que nous sommes dans un contexte qu'on appelle le concept néolibéral. C'est-à-dire depuis maintenant une vingtaine d'années, le monde est gouverné par un dogme selon lequel on a parlé de la fin de l'histoire, Fukuyama et d'autres, que tout doit être ramené au marché. Le marché, c'est-à-dire le développement matériel de l'homme, de son confort, de son bien-être, de l'industrie, etc. Et au cœur de cette idéologie dominante se trouve le marché. Ce qui veut dire que même l'éducation a été maintenant intégrée comme facteur de marché. Et on a évacué la notion de valeur, de sens. Éducation, pourquoi faire? Le deuxième point important, c'est paix. Il faut l'interroger. C'est le mantra que l'UNESCO a dans son acte constitutif, que partout on en parle. Actuellement, ce qui se passe à Gaza, je sais, chacun de nous tous est interpellé en profondeur, et je crois que ce qui est en train de se passer va bouleverser beaucoup de nos croyances et de nos pratiques, parce que nous assistons actuellement à la violence extrême. Nous assistons quotidiennement, durablement. Et donc, la notion de paix, il va falloir donc la revisiter. Et la revisiter dans le sens que vous tentez de faire, Jacques et Patrick et vous, c'est-à-dire de redonner à la notion de paix son sens. Et c'est là que l'UNESCO a été quand même l'organisation unique, à mon avis, parce que l'UNESCO est la seule organisation dont l'acte constitutif, c'est-à-dire la Constitution, contient le mot « esprit ». Il y a dans l'acte constitutif, et je vous rappelle que l'acte constitutif de l'UNESCO a été rédigé
par des femmes et des hommes qui sortaient de la Deuxième Guerre mondiale et qui donc traumatisés par la violence, l'Holocauste, des millions de morts, la création d'industries pour détruire le peuple juif, etc., les prisonniers, massacres. Et donc, ces gens sont sortis de la guerre avec un trauma très profond. Nous sommes devenus des barbares. Qu'avons-nous fait des mots de civilisation, de paix? Et donc, ils se sont mis ensemble dans la douleur et la réflexion. Et ils ont sorti une idée comme ça peut arriver au niveau des hommes, inspirés par l'esprit, de mettre dans l'acte constitutif de l'UNESCO cette phrase qui est vraiment, à mon avis, celle qui doit nous guider tous. Que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les défenses de la paix. C'est-à-dire que la force profonde, pour arriver à ce dont vous parlez, paix durable, la durabilité, c'est l'esprit. Donc, nous sommes dans un contexte où la question de l'esprit, la quête du sens, la spiritualité, elle est en train, comme l'esprit le fait dans l'histoire de l'humanité, toujours en profondeur et dans le silence. Mais l'esprit est en train d'être actuellement la quête centrale. Et donc, quand on parle d'esprit, on parle, évidemment, l'UNESCO n'a pas utilisé le mot religion, parce que bon, c'est une réalité, mais l'esprit. Et donc, l'esprit, il faut lier cette notion que c'est dans l'esprit qu'on doit construire les défenses de la paix. Il faut le lier à l'évolution du monde actuel, qui matérialise toutes nos pratiques, nos besoins, tout ce que nous devons faire. Ramener l'esprit à ça. Donc, il faut comprendre, contrairement à ce que beaucoup de gens qui ne voient pas en profondeur et dans la durée, on a parlé de la mort de Dieu, Nietzsche et d'autres gens, la spiritualité, les églises fermes, le temps de l'esprit est revenu. Il est revenu en profondeur. Et même, un événement a eu lieu il y a 2-3 ans. Moi, je pense que nous n'avons pas réfléchi à cet événement. Le Covid. Brusquement, quelque chose est surgi. Personne n'avait vu venir comme sorti du ciel, comme brusquement. Et a littéralement frappé l'homme, l'humanité entière. Mais ce que le Covid nous apprend, ce que moi en tout cas j'essaie de tirer comme leçon et de le partager, c'est que le Covid nous ramène aux deux fondements de l'esprit, c'est-à-dire l'unité de l'humain. Parce que le Covid a montré que tout le monde est touché. Unité. Riche, pauvre, blanc, noir, jaune, vert. L'unité de l'humain. Que nous sommes tous liés. Et l'unité de la vie. L'unité de la vie. De la vie. Que la vie est liée. Et la solidarité de l'humain. Parce que le Covid nous apprend qu'on ne peut pas guérir sans les autres. Et ça, c'est une leçon extraordinaire, malheureusement ignorée, oubliée. Mais elle est éclairante, elle est fondamentale. L'unité du vivant et la solidarité de l'humain. C'est par la solidarité, c'est-à-dire qu'on se protège, même le masque est un acte de solidarité, etc. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que nous sommes dans cette phase de construction qui nous oblige tous à remettre en question tout ce que dont nous avons été porteurs, mais que nous sachions que la question de l'esprit occupe maintenant, d'une manière extrêmement profonde, mystérieuse et complexe, tous nos actes. Et c'est dans ce contexte que se passe donc que l'UNESCO, je pense, a eu raison, parce que beaucoup de gens par là de l'UNESCO citent des constitutions, des actes, des recommandations sur le patrimoine, sur d'autres. Mais l'un des documents les plus profonds de l'UNESCO, c'est la recommandation de 1974, dont le simple titre, l'éducation pour les droits de l'homme, la paix, la compréhension internationale. Donc l'éducation pour
C'est absolument fondamental. Et donc la conférence générale a décidé que cet instrument, qui date de 1974, moi c'est l'époque où je suis arrivé par l'UNESCO, devait être contextualisé dans le contexte mondial actuel, de développement du matérialisme, de la violence, du racisme, de tout, et que c'est maintenant qu'il va falloir réviser. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être nommé par la directrice générale dans le groupe d'experts qui ont travaillé, préparé la révision de cet acte constitutif, de cette recommandation. Alors, ce qui est important dans cette recommandation, c'est qu'elle nous apprend, elle demande aux États, ce n'est pas un document abstrait, elle demande aux États de mettre en œuvre, d'abord d'intégrer dans leur législation et dans leurs pratiques éducatives, culturelles, les principes dérivés de l'acte de l'UNESCO que nous avons essayé d'expliciter dans ce document. Et donc vraiment, je vous invite à avoir le document central, il est long, mais il faut le lire. Alors ce que ce document nous enseigne, ce qu'il nous demande et ce qu'il nous dit, c'est un point très important. Dès le début, quand on a commencé à réviser ce document de 1974, on s'est dit qu'il va falloir revisiter les concepts. On les a vidés de leur substance, éducation, paix, culture. De quoi parle-t-on dans le monde actuel? Voyons les génocides, le dernier au Rwanda, 3 mois de génocide. C'est le génocide le plus dense de l'histoire. C'est seulement 3 mois. 1 million de personnes. On a tué maison par maison, quartier par quartier. On a obligé des mères à tuer leurs enfants. Leurs enfants disaient, maman, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, ça a été documenté. Et qu'il a fait. Ce sont 2 communautés qui vivaient ensemble. Donc le fait de vivre ensemble, Tutsi et Hutu, on le voit au Rwanda, on le voit au Burundi, ne suffit pas. Parce qu'il y a l'histoire des hommes, il y a l'histoire du pouvoir. Et donc, devant cette recrudescence, parce que tous les 10 ans, il y a un génocide quelque part, une violence. Je ne reviens pas sur ce que nous sommes en train de voir tous les soirs sur Gaza. Et donc, nous avons estimé qu'il va falloir redonner à la notion d'éducation sa finalité. Sa finalité, l'éducation doit améliorer l'esprit de l'homme, ramener l'esprit dans l'éducation. C'est le grand défi complexe. Et donc, c'est à vous, aux États, tout le monde de le faire. On a également estimé qu'on utilise beaucoup le concept de culture. On en parle beaucoup. La culture, c'est l'auberge espagnole. Tout le monde en parle, la culture, etc. Mais tout le monde ne parle pas de la même chose. Mais ce que nous savons, c'est que ce qu'on appelle la culture a été également instrumentalisé par le néolibéralisme. Ce qu'on appelle culture maintenant, ce sont les expressions culturelles, les réalisations, etc. Mais on a évacué de la culture la notion de valeur humaine. On l'a évacuée. Et donc la culture tourne en rond, on va au théâtre, au musée, on chante, on danse. Pendant ce temps, on tue derrière les danses et la musique. Et la violence sociale, elle est là, quotidienne. Et c'est pour ça que, bon, moi, une de mes contributions a été parce que quand j'ai quitté l'UNESCO, j'étais devenu rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme pendant 6 ans, donc j'ai enquêté sur une vingtaine de pays sur le racisme. Et j'ai été aussi dans plusieurs comités japonais pour la paix, le comité Nibano et le sommet mondial du bouddhisme et d'autres. Et donc, l'idée que j'ai proposée, intégrée dedans dans le texte, et que je vous suggère également, c'est vraiment de tenir compte du contexte dans lequel nous vivons. Le mouvement profond qui éveille la bête chez nous, littéralement, et la bête, elle est là. Celle qui a fait l'Holocauste, qui a fait l'esclavage, la violence que nous voyons quotidiennement à la télévision, chaque soir. On ne peut pas juste regarder ça et puis continuer à utiliser comme mantra des mots. Et donc, j'ai suggéré, et je le suggère également dans notre réflexion, dans
l'éducation pour la paix et la compréhension, que la notion de culture dont on parle tout le temps, il faut la ramener à ces trois fondements et donner à ces trois fondements toute leur vitalité. La culture, c'est d'abord l'esthétique. L'esthétique et l'altérité, c'est l'esthétique d'abord. C'est ce qu'on voit. L'autre, on le voit, on le regarde. L'esthétique et les expressions culturelles. Et on ramène souvent la culture simplement aux monuments, à la peinture, à l'art, qui sont importants. Et littéralement, on vide la culture de son sens le plus profond. C'est pour ça qu'il va falloir que nous soyons conscients que l'éducation qu'on est en train de nous donner, esthétique, met en lumière la dimension matérielle de la culture, mais évacue la dimension des valeurs. Et c'est pour ça que derrière l'esthétique, le deuxième niveau de la culture, c'est l'éthique. L'éthique, ce sont les valeurs. Et l'éthique trouve sa source dans la spiritualité. C'est l'éthique. L'éthique. Dans quel sens? Pourquoi? Etc. L'éthique. Et enfin, le troisième pilier, c'est le spirituel. Donc, l'esthétique, l'éthique et le spirituel doivent être les trois fondements qui doivent nourrir les systèmes éducatifs, les relations, etc. Et littéralement ramener l'histoire du monde, et c'est quelque chose que vous le savez, je pense que l'ambassadeur va en parler tout à l'heure, les forces qui gouvernent le monde actuellement, dominantes littéralement, sont en train de nous vider de cette dimension des valeurs humaines, Et chaque fois que vous passez dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui tend la main ou qui couche dehors, vous êtes interpellé par là. Et on passe, nous passons tous, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que quand nous parlons d'éducation pour la compréhension internationale, la première étape, c'est en nous d'abord. C'est le travail interne que chacun de nous doit faire. C'est ce que le bouddhisme enseigne en profondeur. Pas de temple, pas nécessairement d'église ou de synagogue. C'est l'acte quotidien de chacun, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, qui construit le monde. Donc, l'objectif essentiel que nous avons voulu mettre dans ce document, je termine là-dessus, c'est qu'il faut redonner à l'éducation sa finalité ultime. Que l'éducation n'est pas seulement l'accumulation de savoir. Nos enfants, on leur remplit le cerveau de savoir, savoir vite. Et littéralement, ils deviennent des zombies, tournent en rond. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs un phénomène gravissime, le nombre grandissant de suicides des jeunes. De suicides des jeunes des milieux aisés. C'est-à-dire de jeunes qui ont tous les biens matériels, mais qui se rendent compte au moment du vide humain, avec leurs parents, avec leurs voisins, avec tout. Donc, le défi que nous avons, c'est avec le titre que vous avez choisi et qui recoupe la recommandation, quelle est la finalité de l'éducation? Pourquoi faire? Et ne pas le faire de manière abstraite, l'historiciser. On ne peut pas oublier l'Holocauste, on ne peut pas oublier le génocide du Rwanda, on ne peut pas oublier Srebrenica. 8000 personnes massacrées en quelques jours, industriellement. Et ça continue. Donc Jacques et Patrick et vous, le rôle que votre organisation a, c'est littéralement de redonner une substance et une finalité à vos activités, en gardant le focus sur l'homme pour le transformer. Dans le sens de l'acte de l'UNESCO, c'est dans l'esprit des hommes que les défenses de la paix doivent être construites. Dans l'esprit des hommes. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Doudou Diène, de nous... J'aurais quelques questions, mais je vous les dirai après, mais c'est une profonde sagesse sur le sens de la vie qui nous est rappelée.
Je vais maintenant présenter M. Toki Andria Mangiato, ancien délégué permanent adjoint chargé d'affaires de Madagascar auprès de l'UNESCO, secrétaire général de l'association Peace and Harmony Development. Vous pouvez venir. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 et de remercier M. Jacques Marion, président de la Fédération pour la paix universelle, FPU France, et Madame Brigitte Wada, présidente de la Fédération des femmes pour la paix dans le monde, branche France, pour l'invitation et l'occasion qui m'ont été offertes d'apporter ma contribution et mes réflexions concernant l'éducation pour une paix durable et la recommandation sur l'éducation pour la paix et les droits de l'homme, la compréhension internationale, la coopération, les libertés fondamentales, la citoyenneté mondiale et le développement durable que l'UNESCO a adopté le 20 novembre dernier lors de sa 42e session de la conférence générale. Je vous avoue qu'il est très difficile de parler après le doyen Doudou Diène, parce que il a l'expérience, il a l'aisance, il est animé par le feu sacré. Et vraiment, merci pour les bonnes paroles que vous avez prononcées. Je ne reviens plus sur l'explication de cette recommandation sur la Genèse qui vient de 1974, etc. Mais étant donné que cette recommandation couvre des activités éducatives dans tous les contextes et à tous les niveaux tout au long de la vie, elle s'applique à tous les acteurs de l'éducation, à savoir les décideurs, les enseignants formels et informels, les porteurs de traditions, etc. De ce fait, en tant que secrétaire général de l'association Peace and Harmony Development, association des amis de Master Ching Kong à l'UNESCO, œuvrant dans le domaine des dialogues interculturels et interreligieux, permettez-moi de ne porter mes remarques que sur quelques-uns des éléments clés de cette recommandation, à savoir la nouvelle conception de la paix et l'éducation à la citoyenneté mondiale. Concernant la nouvelle conception de la paix, voici l'explication officielle. Au XXIe siècle, la paix ne se définit plus simplement par l'absence de violence et de conflit. Il s'agit aussi d'un processus positif, participatif et dynamique qui développe notre capacité à chérir la dignité humaine et à prendre soin de nous-mêmes, des autres et de notre planète. Chers amis, cette nouvelle conception de la paix de cette recommandation de l'UNESCO est une avancée majeure dans la mise en place de l'éducation pour la paix durable, car elle précise le but et guide les actions à mener. Parmi les actions stipulées dans cette explication officielle, j'aimerais m'attarder sur les actions de développer notre capacité à chérir la dignité humaine et développer notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. En effet, lors de la conférence internationale pour la paix à l'UNESCO en 2018, co-organisée par les délégations permanentes d'Oman, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et de notre association Peace and Harmony Development,
Association des Amis de Master Ching Kong à l'UNESCO. Le vénérable Master Ching Kong, un éminent moine très respecté de la Terre pure, une école bouddhiste Mahayana, fondateur du Pure Land Learning College, a délivré un discours s'intitulant « L'éducation à l'amour réalisera une paix durable ». Dans ce discours, le vénérable Master Ching Kong a démontré que cette éducation à l'amour avec un grand A se fait par le biais de 4 volets, à savoir l'éducation à l'éthique, qui concerne les relations interpersonnelles, les relations interinstitutions, interétatiques, etc. L'éducation à la moralité, c'est-à-dire apprendre à faire le bien, à s'éloigner du mal, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir, ne pas s'intoxiquer, etc. L'éducation à la causalité, c'est-à-dire apprendre à analyser et à vivre conformément aux principes selon lesquels tout fait a une cause, et les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Et enfin, l'éducation à la sagesse des saints et des sages, c'est-à-dire apprendre à connaître et à vivre conformément aux valeurs universelles, comme la bienveillance, la compassion, la charité, l'empathie, le pardon, la tolérance, l'altruisme, etc. Ces 4 volets d'éducation sont communément partagés par quasiment toutes les grandes religions du monde. Ces 4 volets alors constituent ou devraient constituer l'éducation religieuse, qui n'est autre, d'après le vénérable Master Ching Kong, que l'éducation à l'amour. Et cette éducation à l'amour, si on l'applique convenablement, réalisera une paix durable. Chers amis, il est agréable pour nous de voir entre les lignes que les idées et concepts développés sur la base de dialogues interreligieux et interculturels par le vénérable Master Ching Kong à l'UNESCO en 2018 sont intégrés dans la recommandation de l'UNESCO en 2023. En effet, quand la recommandation de l'UNESCO parle de développer notre capacité à chérir la dignité humaine, cela ne signifie-t-il pas qu'il faut éduquer les apprenants à avoir un cœur d'amour et à vivre l'amour pur, bienveillant et sans condition? Cet amour qui est inné pour tout un chacun a besoin de l'éducation à l'amour évoquée tout à l'heure pour être libéré, pour pouvoir agir dans chaque individu, dans chaque famille, dans chaque société et dans chaque pays pour ainsi établir l'harmonie et la paix durable. En ce qui concerne l'action de développer notre capacité à prendre soin de nous-mêmes, ici, on parle non seulement du point de vue de la santé corporelle, mais aussi du point de vue surtout spirituel. D'un côté, prendre soin de nous-mêmes veut dire bâtir et renforcer notre paix intérieure. C'est combattre la bête qui est en nous, comme avait dit, évoqué tout à l'heure M. Doudou Diène. Car sans paix intérieure, il n'y aura jamais de paix durable. Quoi de plus efficace pour bâtir notre paix intérieure que de faire la méditation et la prière? Il est peut-être grand temps d'apprendre la méditation guidée dès le plus jeune âge pour une meilleure connaissance et maîtrise de soi. De notre côté, prendre soin de soi-même, c'est aussi maîtriser sa nature, c'est chercher à mieux se connaître suivant l'inscription sur le frontispice du temple de Delphes que Socrate reprend à son compte, qui dit « Connais-toi toi-même ». Effectivement, c'est en se connaissant, en cherchant en soi-même que nous pouvons trouver la sagesse. Ici alors, on peut parler de l'introduction, de l'apprentissage de la philosophie dès le plus jeune âge, et cette notion aussi fait partie intégrante
de la recommandation de l'UNESCO. En effet, le deuxième élément clé de cette recommandation que nous avons choisi parmi d'autres, à savoir l'éducation à la citoyenneté mondiale, s'explique officiellement comme suit. Selon la nouvelle version de la recommandation, promouvoir la philosophie, les principes et les composantes de l'éducation à la citoyenneté mondiale s'avèrent essentiels pour former les apprenants qui font grand cas de la dignité humaine, de la coopération et du dialogue. Il peut s'agir d'enseigner et d'apprendre les conséquences des événements et des conflits passés et actuels, d'étudier les relations économiques, sociales et politiques entre les pays et les sociétés et d'encourager l'empathie et le respect de la diversité des cultures et des opinions. Chers amis, l'éducation à la citoyenneté mondiale vise à développer chez les individus une compréhension approfondie des enjeux mondiaux, une conscience sociale et une responsabilité envers le monde dans son ensemble. Les principes de l'éducation à la citoyenneté mondiale que l'UNESCO recommande de promouvoir sont l'interconnexion, l'interdépendance, la diversité et le pluralisme, la justice sociale et la durabilité. Quand on parle d'interconnexion, c'est-à-dire reconnaître et comprendre les interconnexions entre les individus, les communautés et les nations à l'échelle mondiale, on rejoint l'éducation à l'éthique que nous avons évoquée auparavant. Quand on parle d'interdépendance, à savoir comprendre que les actions locales ont des implications globales et que les problèmes mondiaux ont des répercussions locales, on évoque l'éducation à la causalité. En ce qui concerne la diversité et le pluralisme, c'est-à-dire valoriser la diversité culturelle, religieuse, sociale et politique en encourageant le respect des différences, on fait allusion à l'éducation à la sagesse des saints et des sages. Et pour la justice sociale, c'est-à-dire promouvoir l'équité, l'inclusion et la justice sociale à l'échelle mondiale, en s'opposant aux discriminations et aux inégalités, on parle de l'éducation à la moralité. En ce qui concerne la durabilité, c'est-à-dire intégrer les principes de durabilité et de responsabilité environnementale dans les perspectives et les actions des citoyens, on entre aussi dans l'éducation à la causalité. En bref, ici encore, on peut voir entre les lignes, dans cette recommandation de l'UNESCO, la promotion d'une éducation religieuse ou éducation à l'amour composée de ces 4 volets comme faisant partie de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Pour conclure mon intervention, j'aimerais juste ajouter que lorsqu'on examine cette recommandation de l'UNESCO sous l'angle du dialogue interreligieux et du dialogue interculturel, plusieurs points essentiels se dégagent. Tout d'abord, la recommandation met en avant la nécessité de promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la tolérance entre individus et communautés, indépendamment de leurs origines religieuses ou culturelles. Elle souligne l'importance de l'éducation pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés et la discrimination en encourageant un dialogue ouvert et inclusif entre différentes religions et cultures. Le document met également l'accent sur le rôle des éducateurs dans la promotion du respect des droits de l'homme et de la diversité culturelle, ainsi que dans les préventions de la radicalisation et de l'extrémisme violent. La recommandation de l'UNESCO encourage les systèmes éducatifs à intégrer des contenus qui favorisent la compréhension des différentes croyances religieuses et des différentes cultures. Dès lors, l'éducation religieuse ou éducation à l'amour a sa place dans le système de l'éducation et peut servir de base pour inculquer, entre autres, les valeurs universelles telles que la compassion, l'empathie, la justice, la piété filiale, la solidarité, la tolérance, le respect, le droit de l'homme, etc.,
pour le développement durable et pour un monde plus juste et pacifique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Andrea Giatto. Alors, nous allons passer à la partie du débat. Je crois que nos hôtes nous ont donné plusieurs éléments où ils nous ont beaucoup parlé de l'éducation et j'étais particulièrement sensible à vos interventions sur l'éducation. C'est pas simplement un concept, c'est aussi une relation, c'est une relation à l'autre. Et de quelle façon, je voulais demander à Monsieur Doudou Diène si, par exemple, vous avez parlé des valeurs et de quelle façon aujourd'hui transmettre ces valeurs et continuer à les transmettre et continuer à être enracinés dans nos familles, nos cultures, pour justement garder ce vivier vivace pour que les hommes et les femmes continuent à en faire quelque chose de cette éducation. Et puis pour notre autre conférencier, vous avez parlé aussi de l'éducation, de la manière d'être de l'éducation par l'amour, la compassion. Vous avez parlé des différentes religions qui portent en elles ces questions et qui portent en elles cette spiritualité profonde pour dire quelque chose du bien et de quelle façon elles peuvent nous aider aujourd'hui à mettre en œuvre ce que vous dites. Effectivement, cette recommandation est une recommandation au niveau des États et de quelle façon ils peuvent continuer à les mettre en œuvre en nous donnant certainement pour vous et pour les présents dans la salle des projets, des exemples pour que nous puissions continuer à construire. Ou là, comme vous voulez. Il y a le micro. Oui. C'est la grande question. Il y a beaucoup d'éducation, mais je pense que la réponse est simple et complexe. Il faut pratiquer les valeurs. Et peut-être la meilleure réponse que je peux vous donner de ma position d'Africain, sénégalais, parce que nous venons tous de quelque part, il y a un proverbe africain qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches des arbres, c'est la diversité de l'humain, de la nature, tout divers, la merveille de la diversité, les branches. Elles peuvent se quereller à cause de l'histoire, du pouvoir. Et la solution que donne cette proverbe africaine, c'est qu'on ne doit pas couper les branches, c'est-à-dire la diversité, la multiplicité de l'humain, sa richesse. Mais qu'il faut aller aux racines qui s'embrassent. Et les racines qui s'embrassent, ce sont les valeurs universelles que toutes les religions, toutes les traditions partagent. Et le défi, c'est de faire passer ces valeurs universelles aux branches pour qu'elles ne se querellent plus. Et donc, le grand défi, c'est le tronc. Le tronc, c'est la société. C'est l'éducation. C'est tout le reste. C'est tout cela qu'il va falloir travailler pour en faire en sorte que les branches ne se querellent plus. Et donc, la conclusion, c'est qu'il ne s'agit pas de clamer l'amour, il faut le dire. L'amour, c'est très intéressant parce que quand on lit les grands textes spirituels ou qu'on s'informe sur les traditions religieuses et autres, le mot amour est toujours là. C'est un mystère, le mot amour. Mais il n'y a rien de plus complexe que l'amour. Et comment vous dire ce que signifie le mot aimer? Et donc, je veux dire simplement que ma réponse, c'est qu'on vit dans un contexte où les valeurs humaines sont évacuées, neutralisées, que ce sont les valeurs matérielles, celles de pouvoir, de domination, autres, etc., qui sont actuellement les valeurs dominantes les plus graves. Et c'est un peu ce qu'un penseur français, Pierre Bourdieu, que vous connaissez, lisez Bourdieu, il disait clair comme ça. Et il disait que le dominateur est toujours dominé par sa domination. C'est-à-dire que les dominateurs qui tuent pour dominer, qui écrasent, etc., finissent littéralement par être prisonniers de leur propre domination.
Et donc, la seule réponse, c'est l'éveil. Et l'éveil de quoi? On revient à cette notion aussi qui est fondamentale. C'est l'éveil de la conscience. La conscience, c'est le terrain ultime. La conscience. Et cette conscience-là, elle est individuelle comme elle est aussi collective. Merci. Merci beaucoup, mais c'est très clair ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais juste ajouter que, au fait, il est très important de pratiquer ce qu'on dit, de vivre les valeurs qu'on essaie de transmettre. Et ça, malheureusement, c'est assez difficile dans la société où on vit actuellement. Mais c'est pas impossible. Et je crois que c'est pour ça que l'association, la Fédération pour la paix universelle, ou bien l'association comme le nôtre, Peace and Harmony Development, ou d'autres qui essaient de mettre tout le monde ensemble autour d'une table pour mieux se comprendre, partager les mêmes valeurs, parce que tout compte fait, dans toutes les religions, 80% des valeurs sont en commun. Partagent toutes les mêmes choses. On dit les mêmes... mais il y a juste 20%, mais le problème, c'est que ce sont ces 20% que les communicants et les mass médias mettent en exergue. Et on ne voit que ça. Si on regarde la télé, si on lit les journaux, etc., tout le monde se chamaille. Ce sont les branches qui font des choses comme M. Doudou Diène a dit tout à l'heure. Mais on communique très mal concernant les racines. Et je suis tout à fait d'accord concernant que le tronc de tout ça, ça devrait être l'éducation. Et l'éducation, il faut justement qu'avec cette recommandation de l'UNESCO, il y a un changement, mais vraiment, je dirais à 180 degrés concernant qu'est-ce qui est le plus important dans l'éducation. Parce que là, on parle carrément que savoir calculer, savoir lire, savoir écrire, ça ne suffit plus. Ça ne fait pas l'homme. Mais il faut avoir d'autres notions d'empathie, d'autres connaissances interculturelles, d'autres savoirs Mais le problème, c'est que nos éducateurs ne sont pas éduqués pour transmettre ces savoirs. Donc, il faut maintenant, avec cette recommandation de l'UNESCO, non seulement les États membres, mais surtout la société civile, il faut que tout le monde se mette ensemble pour prendre les taureaux par les cornes et puis vraiment faire beaucoup d'efforts pour former d'abord les éducateurs, pour qu'après, ces éducateurs puissent éduquer convenablement les enfants. Et avec ça, on aura la nouvelle génération qui, on l'espère, vont vivre en paix et établira la paix durable. Merci. Alors maintenant, vous savez, il y a des personnes qui sont aussi en Zoom, qui peuvent poser des questions. Et dans la salle, je reconnais plusieurs personnes qui sont dans des ONG, et je remercie de prendre la parole pour qu'on puisse continuer le débat. Monsieur Michel Taoutian. Merci beaucoup aux orateurs, des brillants orateurs. La question n'est pas quel futur nous avons à subir, mais quel futur nous voulons construire.
Et c'est sur ce point-là que je suis assez triste. Parce que la genèse de l'éducation pour la paix dans le futur, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que la compréhension de la paix, la compréhension de l'éducation, elle n'est pas la réalisation de la paix ou de l'éducation? Qu'est-ce qui nous manque? Autrement dit, est-ce qu'on peut trouver la paix dans ce monde en faisant la guerre contre ceux qui font la guerre? Ou peut-on trouver une paix réelle intérieure, sachant que notre cœur même est vancé en permanence dans l'information et les désinformations, rempli plein des émotions de haine, comme vous avez bien insisté, de colère, de dualité et rarement de sagesse et de prière sacrée. Et surtout, nous sommes très confus dans la compréhension de la paix ou de l'éducation, parce que ce mot nous intrigue réellement et capte notre imagination et même notre espérance. S'agit-il de percevoir, ressentir, savoir, éprouver ou consentir? Je parle de mon exemple concret sur l'éducation. J'ai construit le projet doctorat La Paix au sein de l'ONU, Doctorat of Peace Administration. Et le deuxième, c'est le PhD of International Governance and Sustainable Development. Dedans, on a exploré ce que vous avez dit, c'est pas seulement le savoir downloading, le savoir télécharger, mais on a développé bien sûr, il y a le savoir, la connaissance téléchargée, la connaissance comparative, la connaissance empathique, là, et les connaissances génératives. Mais je vais vous dire quelles sont les difficultés qu'on a vis-à-vis d'un système qui est établi aujourd'hui. Par exemple, développer les connaissances génératives, le plus grand obstacle, c'est la peur. Et les connaissances empathiques, le plus grand obstacle, c'est le jugement. Toutes nos écoles aujourd'hui ont un jugement à l'entrée et à la sortie. Donc, on ne peut pas développer. Les connaissances génératives, c'est la peur. Vous avez parlé du Covid. C'est extraordinaire. Ça nous a énoncé à un autre niveau. Mais si vous observez aujourd'hui, par exemple, au niveau du Davos, qu'est-ce qu'ils ont discuté dessus l'après-Covid? Ils ont promu, ils ont prévu une pandémie 20 fois plus importante. Voilà notre éducation aujourd'hui qui est dans un système où on arrive à s'en sortir difficilement. Comment faire? Au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'ONU, il y a deux éléments, deux concepts que nous n'arrivons pas, même pas encore à sortir. Le premier concept que vous avez énoncé, qui est très bien, lorsqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre est dans l'esprit des gens. C'est dans l'esprit des gens qu'il faut bâtir, qu'il faut construire. Mais la première phrase qui aujourd'hui ne s'applique plus, c'est dire la guerre est dans l'esprit des gens. C'est une condamnation que vous êtes dans l'esprit, dans votre esprit, vous êtes né avec la guerre. Et ce concept-là, on n'arrive pas à déraciner pour dire non. Il y a des innovations chez l'être humain, la luminescence chez les êtres humains qui peut sortir. Le deuxième concept qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est au niveau même de l'ONU. Le symbole de la paix, vous savez tous, c'est un fusil qui est donc le bout est tordu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la guerre contre ceux qui font la guerre. On tord les objets. On tord ceci pour donner un symbole. Mais en fait, on est toujours dans le symbole, celui le plus fort qui a la décision et comment s'en sortir de là. Voilà, et je crois que je vais terminer avec une phrase qui donne beaucoup
l'espérance, c'est que Dieu ne joue pas au dé. Mais Dieu fait le pari que l'humanité ne se pose des questions auxquelles elle pourra résoudre ou répondre. S'agit-il de l'éducation d'amour? S'agit-il de la pratique des prières permanentes? Ou s'agit-il d'autres? C'est à l'être humain de chacun d'essayer d'innover et aller au-delà de ça. Dans le 43C, il y a une seule question que tous les États vont poser pour pouvoir appliquer. Où est-ce que je trouve le budget? Quelle partie du budget je vais le faire? Si je dépends un budget d'un autre État, je dois faire ce que l'autre État le fait. Donc, comment pouvoir réellement réaliser ce projet-là? Moi, j'ai mis 15 ans pour pouvoir sortir aujourd'hui le programme pour l'éducation et donner d'autres connaissances. Mais toujours sur les charges des gens, ou sur la charge du système que j'arrive à m'en sortir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je veux juste rajouter une chose, c'est que M. Michel Tauchan a fait aussi c'est important de le rappeler, la déclaration du devoir de l'homme, et qui a été faite aux Nations Unies pour justement dire que l'homme doit préserver la planète et qu'il a effectivement la question de l'éducation, la question des civilisations, et que c'est son devoir de protéger lui-même les personnes et la Terre. Et cette déclaration du devoir de l'homme a été faite aux Nations Unies. Michel Tauchan est toujours très profond dans ses réflexions et pose des questions assez épineuses. Mais voilà, la dernière question qu'il a posée, c'est où est le budget? Et effectivement, c'est là qu'on se pose toujours la question. Pour faire la guerre, en un claquement de doigts, on trouve des dizaines, des centaines de milliards. Le budget global dans le monde qui a été injecté, par exemple, dans ce conflit russo-ukrainien, aurait réglé 3 fois le problème de l'éducation dans le monde. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on veut vraiment la paix? Ou est-ce que la guerre fait marcher d'autres machines et du coup, on fait semblant de vouloir la paix, mais derrière, on fait la guerre. Et on met dans la tête, comme disait M. Michel Tauchan, on met dans la tête des gens que de toute façon, on ne peut rien faire parce que la guerre est déjà là et on vit avec. Et ce n'est pas vrai. Quand on est né, bon, il n'y a pas vraiment tout ça. Dans la tête, c'est injecté par l'environnement, ce qu'on vit au jour le jour, les informations, etc. Et ça nous donne ces idées. Et c'est pour ça que... Excusez-moi de revenir sur ce sujet parce que j'ai posé effectivement ces questions au général Master Ching Kong une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que apparemment, on peut rien faire. Et lui, il a dit, ah, c'est une décision très compliquée parce que si on veut vraiment accélérer, alors la paix, il faut avoir le courage de couper un peu la radio, la télévision, de ne pas lire les journaux pendant un bout de temps
Parce que c'est seulement à ce moment-là que vous aurez la paix intérieure. Quand vous êtes détaché de tout ce qui vous entoure, etc. Et pour le moment, bon ben, désolé, on est asservi, on est esclave de notre téléphone. On peut pas même faire, on peut même plus sortir de la maison sans le téléphone. Dès qu'on oublie le téléphone, quand on est dans la voiture, on revient chercher le téléphone. À tel point qu'on se demande maintenant, mais comment on a fait quand il n'y avait pas le GPS? Comment on roulait? Mais on roulait quand même. Donc, il y a tout ça qui nous a servi et qui nous change, mais en gros, il faut avoir le courage, il faut donner cette impulsion, chercher les moyens pour mettre en œuvre cette recommandation de l'UNESCO. C'est un nouveau souffle. Et justement, il faut que la société civile prenne, mais vraiment comme outil performant, cette recommandation de l'UNESCO pour pousser les États membres, surtout les puissants États membres, à être focus plutôt sur l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation, que sur la guerre. Merci. Bon, je pense qu'il est important vraiment de garder à l'esprit que nous ne sommes pas des gourous ni des gens qui ont savoir, qui donnent des réponses. Les réponses, c'est vous, chacun là. Et j'ai envie de donner comme exemple simplement du fait que la paix se construit ou la spiritualité par de petits actes, par le temple et tout ça. Il y a une histoire japonaise qui raconte que un jeune moine que la famille avait amené dans un temple à Kyoto là-bas pour être formé à la spiritualité, bouddhisme, à la libération, et qui s'appelle Johnny. Il arrive au temple et on lui présente le grand maître, le prêtre, le temple bouddhiste. Et après avoir fini son dîner, il court vers le maître et il dit, maître, donnez-moi, comme les parents, mon parent m'ont amené ici, éclairez-moi, libérez-moi, l'esprit, je veux là-bas. Et le maître lui dit, mais Johnny, tu viens de dîner? Il dit, oui, oui. Il lui dit, va laver ton bol. Tu seras sur la voie de la libération. Parce qu'il a mangé et il va demander qu'il éclaire. Le prêtre lui dit, non, va laver ton bol d'abord. Le chemin de la spiritualité. C'est très important. Ça veut dire simplement que le simple fait que vous avez posé la question, que nous soyons venus, on aurait pu rester devant nos télévisions, hein, manger, tout ça. On est là. C'est-à-dire que le point vraiment que je pense toutes les spiritualités nous enseignent, les religions comme les traditions spirituelles, c'est la pratique. Et les traditions et religions nous donnent quelques principes, quelques guides. Et ceux qui ont vu ou appris par la méditation, par l'éveil, par tout ce qu'on veut, nous enseignent toujours cette donnée absolument fondamentale que la construction de la paix n'est pas ce que le proverbe fameux qui est répété comme un mantra, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ce qui règne dans l'esprit des hommes. Mais c'est simplement, et vous avez commencé à parler du futur. Comment est-ce qu'on construit le futur? Le présent. Et le présent n'est pas l'acte immense. C'est simplement quand vous marchez dans la rue, quand on d'ici là, il y a des gens qui sont dehors dans le froid. Mettez la main dans la poche, donnez-leur de quoi manger. Si vous ne pouvez pas, que votre cœur soit avec eux, simplement. C'est simplement ce que les traditions spirituelles nous enseignent.
Le cœur n'est pas une abstraction, c'est une pratique. Et il faut la pratiquer tous les jours. Et je termine par dire que il est important qu'on garde à l'esprit que nous ne sommes pas dans un monde idéal. Depuis la naissance de l'humanité, les hommes construisent la paix, vivent ensemble, se font la guerre et puis ensuite vivent ensemble, etc. Et donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que nous sommes dans un processus immense de tous ceux qui nous ont précédés et ceux qui seront devant. Chaque acte, chaque pensée, chaque parole que nous prononçons, que nous faisons, a une conséquence. Prendre conscience de ça. Et revenir à cette notion, la conscience. La conscience. Et la conscience, c'est quoi? Là où tu es dans ta cuisine, là dans la rue, tu es dans ton bureau, ce que tu fais, ce n'est pas de dire la religion, c'est là-bas de... C'est là comment tu travailles avec tes collègues, ce que tu fais. Et donc, c'est ce que le proverbe africain dit. Quand les branches des arbres, les branches, se querellent, leurs racines s'embrassent. Les racines, c'est les valeurs universelles, les valeurs que tous les humains partagent. Et que le pouvoir ou le racisme et autres ont instrumentalisé. Et donc, faire remonter les racines qui s'embrassent aux branches qui se querellent en utilisant la société. Et ce qui veut dire que nous avons notre responsabilité individuelle. C'est ce que je pense, mon ami le sait, et je pense toutes les traditions spirituelles, tous les prophètes le disent. Ce que le Bouddha dit d'une manière absolument merveilleuse et lumineuse. Nous sommes les héritiers de nos propres actions. Nous sommes les héritiers. Et on parle d'éducation, mais qui sont les acteurs de l'éducation maintenant? L'éducation, ce n'est pas seulement l'école. L'éducation, c'est quand on ouvre sa télévision. L'éducation, c'est quand on parle à son voisin. Mais ce qui domine actuellement, les lieux de savoir, de connaissance qu'on appelle lieux éducatifs, sont tous en train d'être instrumentalisés par le marché. L'école publique est en train d'être marginalisée parce qu'elle n'est pas rentable. Et c'est dans l'école publique qu'on enseigne des valeurs. Et donc, c'est dans l'école privée. Et le système éducatif est fait pour littéralement faire en sorte que le citoyen, que l'homme soit utile, un instrument pour la société. Et littéralement, ce sont ces valeurs matérielles-là qui dominent. Et quand je termine, vous prenez ce qu'on appelle le savoir, la connaissance, l'éducation. Mais regardez que le processus de savoir, de la pensée, je veux dire, les lieux de naissance de la pensée, c'est-à-dire l'école, l'université, les laboratoires, sont toutes plus ou moins maintenant contrôlées par des forces privées, financières, matérielles. L'école publique, là où on enseigne des valeurs, la République, les valeurs communes, totalement marginalisées. Et là, donc, où la pensée est produite. Donc, la pensée, elle est déjà là, conformée. Et la deuxième, là, le lieu où cette pensée de l'éducation, elle est mise en forme, c'est-à-dire dans les librairies, dans les maisons là où on prépare les livres. Toutes les maisons d'éducation, nous le savons, de publication, la plupart maintenant, vous prenez en France, les mares, etc., elles sont toutes contrôlées par des puissances financières. Et dernièrement, simplement, la diffusion de la pensée. Nous savons que les médias ont un rôle absolument fondamental. Elles nous structurent tous, mais toutes sont contrôlées par des puissances financières. Et donc, c'est à nous, individuellement ou collectivement, de rester éveillés et de laisser surtout la conscience s'éveiller et le faire. Et donc, il ne s'agit pas du futur, c'est là, tout de suite, ici et maintenant. Comment travailler aujourd'hui pour demain? Oui. Merci. Je crois qu'il y a des personnes dans la salle, des personnes dans le Zoom qui posent des questions.
Je crois que je veux comme Martine Pia qui pose une question, qui est ambassadrice de paix dans le Nord, qui veut participer aussi. Je vous laisse préparer un peu ce qui arrive de lumière. Je pense que ça vient luminescence, quelque chose d'une lumière personnelle. C'est un peu ce dont vous parliez, cet éveil intérieur qui permet effectivement de pouvoir continuer à avancer. Martine Pia veut poser une question. Elle est présidente de l'association Avec et pour le Mali, association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Je ne l'ai pas ici. Tu peux la lire? D'accord, alors en attendant. Elle est dans le Zoom? Oui. Tu peux lui donner le micro. J'adhère en totalité ici, mais il y a un mot qui traversait le discours de notre dernier interlocuteur, spiritualité, l'éducation. Alors c'est difficile de demander ça à l'UNESCO, ne doit-elle pas être une éducation à la spiritualité? Le bien de la paix, le bien peuvent-ils s'atteindre en dehors d'une transcendance et d'une éducation à la transcendance? On prend quelques questions ou quelques réponses. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis simplement membre de la FPU et je voudrais quand même préciser que il y a 2000 ans, il y a un homme qui a été rejeté par tout le monde et qui finalement a réussi à développer quelque chose d'extraordinaire, bien que ces adeptes finalement n'ont pas persévéré dans cette démarche initiale. Donc, il y a quand même énormément d'espoir de pouvoir arriver à une paix durable, mais il s'agit de trouver un certain degré d'amour pour pouvoir atteindre les personnes responsables. Et en fait, un être humain, qu'est-ce qu'il est? Il est comme un autre être humain. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'amour de toute façon. Et sur cette base-là, il s'agit de trouver une base compréhensible avec celui que l'on a en face pour pouvoir arriver à s'harmoniser pour une paix durable. Voilà, merci. Merci. Je vais dire quelques mots avant de poser ma question. Je pense que ça a un rapport avec le thème. Moi, je viens d'Afghanistan. Je suis arrivé quand j'avais 14 ans en France et j'étais dans un foyer, dans un centre pour les mineurs non accompagnés, avec des éducateurs spécialisés. Je sais pas dans quoi ils étaient spécialisés, mais ils se disaient des éducateurs spécialisés. Et jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans ces foyers et j'étais pas éduqué par ces... En quelque sorte, oui, parce que quand ils rentraient dans ma chambre, ils frappaient pas. Et c'est moi qui leur disais, non, vous rentrez pas comme ça. Vous toquez et après vous rentrez dans ma chambre. Vous demandez l'autorisation. Et plein d'autres exemples comme ça. Et c'est comme ça que j'étais éduqué.
par l'erreur des éducateurs. Et j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas dans ces foyers. Et après, je me suis engagé dans les associations. J'ai créé mon propre association. Et j'étais aussi après, je suis devenu éducateur. J'ai fait quelques formations et les jeunes qui étaient avec nous, qui venaient du monde entier, souvent, parce que j'avais l'expérience de travailler dans ces foyers, après, ils étaient inscrits à l'école, ensuite, trouvaient un travail, fondaient une famille. La plupart, je les connais encore, je les accompagne. Parfois, il y a des cas difficiles. Il a été pris en charge par Aide sociale à l'enfance. C'est la plus grosse organisation qui existe en France pour les enfants seuls, pour les enfants qui n'ont pas de parents. Et quelques semaines plus tard, il fait une tentative de suicide parce qu'il était tout seul à l'hôtel, alors qu'on savait qu'il avait besoin d'un accompagnement. Il fait une deuxième tentative de suicide. On le remet à l'école. Et il fait troisième tentative de suicide et malheureusement, il est mort. Ça s'appelle le travail de l'aide sociale à l'enfance en France et le travail des éducateurs spécialisés et formés. Des gens qui ont fait des études, on parlait tout à l'heure de former des éducateurs pour que les éducateurs puissent former leurs enfants. À cette échelle, je pense que c'est très difficile et c'est très compliqué. Je suis très content d'avoir rencontré il y a à peu près un an et demi, la Fédération pour la paix universelle. Je m'étais éloigné de la religion. Et puis, j'ai fait quelques séminaires. Là, je me suis rapproché un peu plus de la religion. Et avec le travail que je fais, ce n'est pas simple. Je dirige une association, un mouvement qui s'appelle Afghan Peace Dialogue. Vous savez ce qui se passe en Afghanistan. Les talibans sont là et il y a la guerre depuis 40-50 ans. On parle de la paix durable. Qu'est-ce que veut dire la paix durable? En Afghanistan, il y a eu des moments de la guerre. Après, il y a eu des interventions de la communauté internationale, de l'OTAN. Pendant quelque temps, on disait qu'il y a la paix en Afghanistan. Ces 20 dernières années, on disait qu'il y avait la paix en Afghanistan, mais il y a eu 250 000 morts aux côtés des soldats et des dizaines de milliers de morts aux côtés des civils. Et là, aujourd'hui, il y a les talibans, un groupe terroriste totalitaire, extrémiste qui est au pouvoir. Et on dit encore qu'il n'y a plus de guerre en Afghanistan puisque les Américains sont partis et que les talibans faisaient la guerre contre les Américains. Et les talibans continuent à oppresser, à tuer. Et on dit que aux Nations Unies, on dit qu'il n'y a pas de guerre en Afghanistan. Et il y a la paix. Alors que les femmes n'ont plus de droits. Tout à l'heure, on parlait des droits fondamentaux. Oui, mais ma question c'était, on parle de l'ONU, l'UNESCO, les Nations Unies, avec autant d'argent. Tout à l'heure, on parlait de budget. Nous, on n'en a pas, mais les Nations Unies en ont. On a essayé d'organiser des conférences à l'UNESCO sur la paix en Afghanistan. Des mois et des mois, on n'a pas réussi. C'est fermé. C'est fermé pour qui? Pour des États, pour des politiciens, souvent corrompus, excusez-moi. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous essayez de construire un projet et que vous souhaitez aussi être aidé dans ce projet. Et qu'il y a beaucoup effectivement d'initiatives que l'on cherche à construire. Vous avez parlé de l'aide sociale à l'enfance, des éducateurs, et de quelle façon on arrive à co-construire et de porter un projet et ne pas rester dans quelque chose où cet espoir, cette espérance puisse continuer et se construire sans... Voilà, je pense il faut élargir, je pense, il faut parler plus, il faut que l'ONU s'ouvre, il faut que l'ONU s'ouvre, il faut qu'il y ait plus de conférences, de séminaires de ce genre. C'est ça, ces initiatives-là sont là pour se rencontrer, qu'il y ait ces possibilités de rencontre, d'écoute avec des experts et avec des anciens. Je crois que là, on a des anciens qui nous donnent aussi des choses. Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer... Je crois que c'est important aussi de rencontrer des anciens qui savent aussi nous transmettre pour qu'on ne reste pas pour qu'on puisse
continuer à être dans et un discours de aller vers construction. l'autre, Voilà. aller vers les Mhm. politiques. Moi, j'étais candidat aux Oui. élections régionales et Oui. mon projet, c'était Oui. de placer l'argent plus pour les Mhm. grands frères dans les cités Mhm. qui ont de l'expérience Tout à fait. Mhm. et qui peuvent Oui. influencer les Tout petits, à fait. comme Oui. on appelle dans les cités, Oui. plutôt que de créer des polices de proximité En tout cas, ce sont qui des créent encore plus initiatives de guerre, valeureuses. plus de Oui. violence. Oui. Et que fait l'UNESCO? Que Mhm. fait l'ONU? C'est ce qu'on essaye de faire ensemble ici. Voilà. Alors, je vais essayer de passer Non, la mais parole à c'est d'autres fermé personnes. et voilà. Oui. Non, mais je Oui. remercie Monsieur Dededienne Oui. d'être optimiste Oui. et de dire je suis pas pessimiste. On essayait de dire ça à une Mhm. conférence avec Patrick. Mhm. On nous a dit vous avez fumé de la moquette. Écoutez, je crois qu'on va essayer de continuer à être optimiste et de Merci développer beaucoup. autre chose. Merci. Merci. J'ai- Oui. J'ai une question pour monsieur directeur de culture. J'ai lu le document de l'UNESCO, là, les 50 pages. Alors, le fait qu'on ne parle pas de spiritualité, pour moi, n'est pas forcément choquant si l'UNESCO est laïque. Par contre, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'on parle énormément des personnels enseignants, ce que je comprends. Le mot famille et parents est pratiquement absent du texte. C'est vraiment très, très peu de mentions, si vous voulez. Ça m'embête beaucoup. D'autre part, il n'y a pas une seule fois la mention du bonheur. Alors que pour moi, je pense que le but premier de l'éducation, c'est la quête du bonheur. Alors, voilà, je voulais vous poser la question, pourquoi ces textes de l'UNESCO ne mentionnent pas suffisamment, à mon avis, le rôle de la famille, des parents et puis du bonheur aussi? Je crois qu'il faut prendre l'UNESCO comme quelque chose de global, processus de construction, et que cette recommandation de 74 est précédée par l'acte constitutif rédigé par ces hommes et ces femmes traumatisés par l'Holocauste, la violence, la mort, et qui ont écrit ça dans la douleur. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ensuite, il y a eu des conventions. Conventions sur le patrimoine, conventions sur l'éducation, conventions sur les questions scientifiques. Et donc, tous les concepts dont vous parlez se trouvent dans des textes. Tous les textes, il n'y a pas de texte qui totalise, qui donne la lumière. Il faut se méfier des textes qui se prétendent complets, mais simplement des textes qui avancent quelques petites idées et qui aident les autres à penser. Et ensuite, d'avancer. Et je crois que le texte révisé qui a été adopté est un texte intéressant. Maintenant, les États doivent l'appliquer. Mais les États, les gouvernements, ce sont les pouvoirs politiques. Ce sont des monstres froids. L'intérêt politique, le pouvoir est dominé. Mais il y a la société civile. Vous tous, tout le monde se bat quotidiennement dans son coin, à pas de vous, dans la rue, et qui littéralement pousse. Et donc, c'est tout ce mouvement-là qui est en train de bouger. Ce qui se passe avec... Regardez la télévision, regardez le monde bouge, parce que quelque chose est touché. En profondeur, les gens pleurent le soir. Ils pleurent, regardez la télévision. Quand ils ont vu les images du génocide du Rwanda, ils l'ont regardé chaque soir, 3 mois, 1 million de morts. Donc, ce que je veux dire, c'est que si les mots ne se trouvent pas dans le texte, vous inspirez-vous de ces mots. Si vous pensez que ces mots ne se trouvent pas, traduisez ce qui est dans le texte dans les mots que vous pensez, vos concepts. Mais fondamentalement, ce que ces textes disent, c'est ce que les disent, qui parlent d'amour, de bonheur, etc. Donc, il faut revenir à cette notion. Nous sommes les héritiers de nos propres actions, dit le Bouddha. Que c'est ce que nous faisons. Là, maintenant, tout de suite, ce que nous pensons. C'est ça qui construit l'avenir. Donc, voilà. Nous sommes là. On aurait pu ne pas être là. Mais on est là. On est là. Monseigneur, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Parce que je voyais que il levait la main, donc je pense que... Monseigneur Nicolas, patriarche des nations. Oui, je vous ai écouté.
D'abord, merci aux brillants orateurs. Et là, j'ai écouté mon frère, là, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis très optimiste. D'abord parce que de par mes fonctions, je voyage dans le monde entier. Il se passe des milliers de bonnes actions. Il y a plein de bonnes gens. Le problème, c'est qu'on a les médias, que ça ne les intéresse pas. Mais, vous savez, c'est comme dans la vie. Si l'autre jour je parlais avec quelqu'un d'une chaîne, enfin peu importe, je ne vais pas citer le nom, et j'ai dit mais il n'y a que des mauvaises nouvelles dans vos chaînes. Et les gens ne vous regardent pas. Et il faudra bientôt changer de métier parce que la jeunesse ne regarde plus la télévision, ils ne s'informent plus. Ça, les chaînes en continu, c'est les gens âgés qui regardent ça. Ils ont que ça à faire. Pas moi je suis pas tout jeune, mais je ne regarde pas. Ou alors je regarde les titres pour savoir ce qui se passe, mais les commentaires des gens, j'en ai rien à faire. Je suis assez grand pour me faire mon opinion moi-même. Parce que souvent, les gens répètent ce qu'ils ont entendu à la radio. C'est pas leur opinion. Des fois, je dis, mais dites-moi ce que vous pensez, vous. Et il m'a répondu, mais Monseigneur, un avion qui s'écrase pas, ça intéresse personne. Tous les jours, il y a des milliers d'avions qui circulent, mais il y en a un qui s'écrase de temps en temps, heureusement d'ailleurs, et on va parler de celui-là. Il y a plein de gens dans l'ombre, et moi, dans mes églises, je reviens du Pérou, d'Amérique du Sud, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Il y a aussi des mauvaises personnes, comme partout, mais on va parler que des choses qui ne vont pas. Et le spirituel, c'est très important. Quel que soit je prêche pas pour ma paroisse là. Quel que soit tout ce qui est amour, tout ce qui est de l'homme et tout ce qui est lumière. Je vais employer ce mot-là. Si vous êtes une lumière, enfin une lumière pas scientifiquement ni intellectuelle, mais que vous avez de l'amour dans votre cœur, eh bien, les gens le sentent, les gens le voient. Et même si je suis pas en soutane ou quoi, les gens viennent vers moi dans la rue. Et il y a même une dame l'autre jour où on parlait, elle me dit « Ah, vous me parlez comme un curé ». Elle ne savait pas qui j'étais. Mais je lui parlais simplement, je lui demandais comment elle allait. Et je pense, pour revenir à monsieur qui me parlait d'Afghanistan, et ça m'a touché beaucoup votre histoire, parce que je connais pas spécialement les Afghans, mais je m'occupe dans mes associations, notamment... Comme je suis orthodoxe, je m'occupe de tous les problèmes avec l'Ukraine en ce moment et tout ça. Là, c'est un drame parce que c'est deux pays qui ont la même religion, et comme quoi ça n'a rien à voir. Mais quand on a de la lumière, quand on a soi-même, on a de la lumière, on a de l'amour. Si par exemple vous allez dans une grotte ou dans une cave où c'est tout noir, bah, vos yeux ils voient rien. Et si tout d'un coup vous allumez une bougie ou une allumette, petit à petit, vos yeux vont voir. Ben ça, c'est le message, bon là je prêche un peu, c'est le message de Jésus. Là où il y a la lumière, ben, il n'y a plus de ténèbres. Donc soyez tous des lumières, et si on est des lumières dans notre petit coin chacun, ben, petit à petit, on va faire en sorte que le monde va être meilleur. Alors, et quand on parle de la paix, c'est bien, mais moi je parlerai des paix. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la paix? C'est pas... si vous parlez, c'est comme le bonheur. C'est quoi le bonheur? Ben, on n'en sait rien. C'est quand on le vit qu'on sait qu'on l'a. Et c'est souvent quand on ne l'a plus qu'on sait qu'on était heureux avant. Ben oui, ben c'est par comparaison. Donc, oui, c'est compliqué, c'est des mots, tout ça. Mais je pense que si nous-mêmes, par nos actions et pas par nos discours, c'est bien. Et la preuve, nous sommes ici la démonstration que bon, on n'est pas, comme a dit son Excellence, on n'est pas devant notre télévision. On aurait pu. Non, on est là en train de parler de la paix. Et il y a d'autres endroits, il y a peut-être d'autres, ou même dans des familles, il y a des gens qui discutent, qui parlent. Il y a beaucoup de choses mauvaises, mais il y a des gens qui... Et je pense, je vais terminer là, parce que je ne veux pas monopoliser, mais je pense que si nous-mêmes, on essaye d'être une toute petite lumière, eh bien chacun, au bout d'un moment, le monde va être éclairé par l'amour et par la paix. Voilà. Un autre message d'espérance d'Hideo et Bénédicte Suzuki, qui sont à la Fédération pour la paix dans le Nord. J'imagine que ça doit être difficile de gérer une structure comme l'UNESCO et l'ONU,
Il y a tellement d'idées différentes, je pense que l'aide de la société civile peut amener un changement dans ces structures. Même un petit pas, c'est déjà une grande victoire. Persévérer dans l'optimisme, comme vous nous suggérez, et que je pense qu'on est d'accord, Monseigneur Nicolas. Oui, allez-y. Parce qu'il faut qu'on parle du monde dans lequel nous vivons, du ciel bleu éternel des Mongols, c'est en gris. Pour les Mongols, le Dieu, c'est le ciel bleu éternel. Et c'est pour ça que les Mongols, leur image, c'est de violence, de tout. Mais en fait, l'Empire mongol est l'époque où il y a eu le plus de dialogue interreligieux. Parce que les Mongols, pour eux, tout ce qui est en dessous du ciel est acceptable. Et quand ils massacraient les gens, ils appelaient les hommes sages et les religieux. Ce que je voulais dire, Monseigneur a utilisé l'Ukraine. Il faut que nous pensions à l'Ukraine. Quelle image a-t-on? Solidarité, l'Ukraine, Russie, etc. Mais moi et d'autres, moi je travaille pour les droits de l'homme, d'autres aussi, etc. Quand les Russes ont envahi l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? L'image que vous avez, c'est la solidarité immense du monde occidental. Voilà, il faut qu'on les aide. Effectivement, il fallait les aider. Mais nous, moi, d'autres gens, on a tous vu et on a ensuite dénoncé. À la frontière polonaise, où les Ukrainiens arrivaient pour fuir, les Polonais ont fait deux rangs. Un rang des Blancs, Ukrainiens, sont passés. Et tous ceux qui étaient arabes, africains, indiens, de couleur, ont été mis de côté. Et repoussés dans les forêts, dans la froid. Donc, au moment même où cet acte de cœur, de solidarité est exprimé, en même temps, l'autre face obscure. C'est-à-dire qu'on a discriminé même dans la douleur profonde. Et ce que nous voyons tous les jours que Dieu fait. Donc, il faut regarder derrière les images que les médias, justement, veulent nous montrer et revenir à l'essentiel, etc. Donc, notre vigilance personnelle est absolument fondamentale et je pense que le conflit actuellement à Gaza éveille chez nous, chacun de nous, cette question absolument fondamentale. Ça nous concerne, ce n'est pas lointain. Je voudrais, monsieur, si vous pouvez venir prendre la parole ou dire un peu un mot. Oui. Bon, je vais dans beaucoup de cercles de réflexion et de propositions pour la paix, même en Israël, la guerre israélo-palestinienne, la paix en Ukraine, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et on arrive à peu près à la même conclusion. Ça veut dire qu'il faut promouvoir la coopération. Par exemple, entre Israël et le Hamas, on a dit qu'il faut bannir le mot « eux contre nous », mais plutôt il faut « eux avec nous », dans ce sens-là. Donc, la réflexion aujourd'hui, je pense que, en tant que bouddhiste, je crois que Bouddha a tout dit dans cette construction de la paix. Ça veut dire purifier soi-même d'abord. Le qu'il est, c'est-à-dire les mauvaises pensées, même la notion du moi qui engendre l'égoïsme. Quand on parle de néolibéralisme, tout ça, c'est le fait de l'égoïsme, de la haine
et de l'illusion. Et que je crois que on est arrivé, en écoutant les uns et les autres, arrivé à peu près à la même conclusion que la paix se construit à partir en même temps, non pas aller vers qui a tort, qui a raison, mais plutôt de construire, comme a dit Dodienne, en disant que les racines s'embrassent. C'est dans ce sens-là que je crois que j'ai entendu un peu partout, dans ce sens. C'est-à-dire, on n'a pas de solution avec la logique actuelle du plus fort, la défense, etc., etc. Je crois qu'on doit arriver vers la notion de... Le mot amour lui-même est difficile à définir. Et moi, j'ai compris en tant que bouddhiste, enfin, pas en tant que croyant, mais en tant que d'accord avec cette notion que l'amour peut être, et ce n'est pas voilà. Et que vous travaillez l'association Démocratie au Sénat. Merci. D'autres prises de parole? Allez-y. Et ensuite, on revient au monde dans lequel nous vivons. Vous avez parlé de Gaza, de guerre. Bon, il se trouve que moi, j'étais membre de la commission d'enquête de l'ONU, la précédente, parce que le conflit de 2014 a été l'un des plus violents. Et j'étais membre, on était 3 qui avons été désignés par l'ONU pour enquêter. On a produit un rapport qui est maintenant à la Cour pénale. Mais l'exemple que je voulais donner, c'est que on est testé tous les jours, quotidiennement, dans notre conscience. Ce qui se passe actuellement à Gaza peut aussi nourrir des sentiments à l'égard des uns ou des autres. Et effectivement, la violence, il faut aussi la condamner, il faut le dire, des deux côtés. Mais en même temps, il est extrêmement important d'être vigilant sur les images qu'on voit et sur les constructions et ce que nous en tirons comme conclusion. Et par exemple, distinguer absolument l'israélien et juif. C'est-à-dire que actuellement, la guerre est menée par Israël, un État. Ce ne sont pas tous les juifs. C'est très important de le distinguer. Actuellement, dans la douleur et la souffrance de Gazaïd, qui est absolument inouïe, et on le documentera, ça viendra plus tard, comme nous l'avons fait. Notre rapport, vous le verrez sur le site de l'ONU, le conflit de 2014. Mais je me rappelle, c'est l'exemple que je voulais donner simplement quand j'ai demandé la parole. Quand nous avons été enquêtés, on était allé à Amman parce qu'Israël ne voulait pas nous laisser venir. Mais ensuite, on a eu des contacts indirects avec eux. Une des scènes qui m'a le plus bouleversé et qui me reste, c'est qu'on a amené à Amman, parce qu'on voulait venir les Israéliens et les Palestiniens. Et on a fait venir cette mère que vous avez vue dans les télévisions à l'époque. Il y a une mère d'un kibbutz à la frontière de Gaza et d'Israël, et dont le fils venait d'être tué par un obus palestinien. Et ensuite, les Israéliens ont lancé les bombes au milieu de morts. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle nous a raconté comment les bombes ont commencé à tomber, comment elle a fui avec son gosse et qu'une des bombes lui a arraché son gosse. Mais vous savez ce qu'elle a ajouté? Elle a dit, mais messieurs, mettez-le dans votre rapport. Chaque soir, quand j'entends des bombes partir de mon pays vers Gaza, je pense aux mères palestiniennes. Elle nous a dit ça, dans sa douleur. Donc ça, c'est la plus profonde spiritualité.
Et elle est en train de s'exprimer en nous, chaque jour, quotidien. On n'est pas détaché. Tout ça. Et là-bas aussi, des deux côtés. Donc, c'est cette vigilance de la conscience-là qu'il faut absolument garder. Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie d'être venu. Il est tard. On va terminer. Et je remercie beaucoup nos intervenants. Je voulais faire quelques réflexions sur ce texte, sur cette mission de l'UNESCO. En réalité, tout a été dit pratiquement. J'avais préparé un petit texte, mais je vais sans doute répéter ou peut-être reformuler certaines choses qui ont déjà été dites si brillamment par M. Doudou Diène, M. Andrea Mangiato et aussi parmi vous beaucoup d'autres. Mais c'est une façon pour nous de comprendre et d'expliquer ce que nous, en tant qu'organisation internationale, la Fédération pour la paix universelle, comment nous pouvons nous intégrer dans ce processus. Quand j'ai rencontré M. Doudou Diène pour discuter de cette conférence, il y a quelques semaines, il m'a dit, c'est bien, faites cette conférence, mais l'important c'est que vous puissiez aller de l'avant avec l'UNESCO. Faites ce travail, portez-le et puis essayez de porter des fruits avec les organisations, etc. Donc voilà, donc c'est pourquoi je voulais quand même partager un petit peu comment, du point de vue de notre organisation, nous ressentons et nous voyons cela. Et vous voyez qu'en fait, vous verrez très bien que nous reprenons les mêmes textes et surtout ce qui nous a beaucoup touché, c'est ce préambule de l'UNESCO. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. Or, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et d'ailleurs, en lisant les textes sur l'UNESCO, ils disaient bien, ils insistaient que l'éducation, la science, la culture, qui sont au cœur de la mission de l'UNESCO, ne doivent pas être des fins en soi, mais doivent vraiment être des moyens pour aboutir à la paix. Donc, je voulais aussi dire quelque chose, que M. Doudien, on n'a pas donné un peu son expérience professionnelle. Il y a une chose qui a fait à l'UNESCO qui me paraît très importante. C'est le projet des routes de la soie. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'abord vous connaissez les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est elles qui ont permis l'interfécondation des cultures, qui ont relié l'Occident et l'Orient, et qui ont contribué au fondement économique, politique, culturel du monde actuel. Et c'est sous la direction de M. Doudou Diène, en fait, que l'UNESCO a revisité ces routes de la soie pour en faire un programme contemporain, un programme qui est essentiel aujourd'hui qui est un programme d'échange entre les cultures. Et M. Doudienne a beaucoup travaillé sur ce projet. C'est lui qui l'a lancé, qui l'a porté. Je vous recommande de vous renseigner à ce sujet. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous avons aussi un projet dans notre Fédération pour la paix universelle qu'on appelle les routes de la paix. Et en fait, ces routes de la paix, c'est vraiment un peu comme les routes de la soie. C'est-à-dire que chaque année, d'ailleurs, on invite des jeunes ou des moins jeunes à aller sur la route, à faire tout un trajet pour, au-delà des frontières, au-delà des conflits, et pouvoir surmonter les conflits historiques particulièrement. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement important et qu'a porté l'UNESCO et qu'a porté justement notre intervenant ce soir. Alors, face à cette recommandation de l'UNESCO, quel peut être le rôle d'une ONG internationale comme la nôtre, la Fédération pour la paix universelle? Et là, j'ai repris, parce que j'ai lu effectivement, j'avais vu un peu vos interviews, M. Doudoudienne, puis en plus, on en a parlé, parce qu'on a plusieurs fois parlé, M. Doudoudienne a participé à nos événements internationaux, et justement sur ces trois aspects de la culture. Et ça me paraît très important, parce qu'effectivement, c'est vraiment l'éducation, c'est le centre de la question éducative. Les trois aspects dont il a parlé, l'aspect esthétique, l'aspect éthique et l'aspect spirituel de la culture. Et je pense que ces trois aspects correspondent effectivement à trois niveaux différents d'éducation, dont on a parlé un peu ce soir. Et je vais venir justement à pour nous, ce qui est important en tant qu'organisation, en tant qu'ONG. Donc la première, nous la traduisons de cette façon, l'éducation de la créativité, c'est-à-dire qu'elle soit la créativité intellectuelle, artistique ou technologique, qui est centrale dans la recommandation de l'UNESCO et qui est vraiment liée à cet aspect esthétique de la culture dont nous avons parlé ce soir. Et à un niveau plus profond, on a parlé d'éducation éthique, effectivement, des normes, des valeurs,
Et celle-ci, elle est portée par les familles, elle est portée par l'école, elle est portée par la société. Et au niveau le plus profond, et monsieur qui est ici a soulevé la question, il a même posé une question auquel on n'a pas vraiment répondu, c'est la question de la spiritualité. Et l'éducation à la spiritualité, en fait, monsieur Doudian en avait parlé avant que vous veniez ce soir, il en avait parlé dans sa première présentation. L'éducation à la spiritualité, ou vous pouvez pas le dire à la transcendance, qui est en fait qui est en général portée par les religions, portée par les diverses croyances dans les différentes parties du monde. Alors certes, il y a une dimension dogmatique dans l'éducation religieuse, et souvent, pour reprendre ces termes du préambule, il y a des dogmes, ces dogmes qui élèvent dans l'esprit des hommes, qui élèvent des murs dans l'esprit des hommes, et qui les conduisent à des guerres, qui contredisent même les préceptes de ces religions elles-mêmes, malheureusement. Mais l'essence de l'éducation spirituelle, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour notre organisation, l'essence de l'éducation spirituelle, à la spiritualité, n'est-elle pas l'éducation du cœur? C'est ainsi que nous la formulons, l'éducation du cœur, car c'est bien le cœur qui est au centre de l'esprit des hommes. Et c'est par l'éducation du cœur que finalement on renforcera les défenses de la paix. Et je pense que quand nous parlons du cœur, on parle aussi de la conscience, l'éducation de la conscience. Vous avez mentionné ça tout à l'heure, parce qu'en réalité, on dit que le cœur, c'est un peu la conscience, c'est un peu comme la lumière du cœur, c'est-à-dire c'est comme l'expression du cœur qui nous permet de voir le monde. Et quand on a un cœur universel, eh bien, on apprend à avoir une conscience universelle qui nous permet d'embrasser le monde entier. Et moi, quand je parle du cœur, je parle de cet élan irrépressible qui nous pousse à chercher la joie, le bonheur, dont on a parlé, en aimant et en étant aimé. Et ce cœur, il se développe dans la famille, justement, dès la naissance, par les parents, par l'entourage. C'est une éducation du cœur qui se poursuit à l'école, puis dans la société, et c'est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie, dans les rencontres avec les autres. Et ça, c'est vraiment, je pense, le rôle fondamental des religions, des croyances, de pouvoir encadrer et de pouvoir maintenir cette forme d'éducation du cœur et de dotation des valeurs. Donc effectivement, ces trois aspects de l'éducation qui convoquent aussi bien le cœur que la raison se complètent et sont tellement indispensables, comme vous l'avez mentionné, pour rapprocher les peuples ensemble. Donc, quand nous pensons, quand nous voyons un tel document de l'UNESCO et quand nous parlons de l'éducation à la paix, en ce qui nous concerne, c'est vraiment, on dira que l'éducation du cœur et les valeurs, c'est vraiment le fondement de l'éducation à la paix, le fondement de l'éducation aussi du développement durable, le fondement de l'éducation des droits de l'homme également. Parce qu'on a parlé de la famille, effectivement, c'est dans la famille, d'ailleurs on parle parfois du capital familial comme étant essentiel pour le développement durable. Pour les différents objectifs de développement durable, la famille joue un rôle très très important pour ces 17 objectifs que l'ONU a développés. Et aussi, on peut dire que la famille est une école de la responsabilité qui est vraiment essentielle au respect des droits humains. Donc pour nous, c'est extrêmement important de cette éducation du cœur qui passe par la famille, qui passe ensuite par l'école et qui ensuite par les religions, par les églises ou peu importe, etc. Ça c'est vraiment essentiel. Et pour nous, en tant qu'ONG, nous considérons justement notre rôle en tant qu'ONG, c'est de soutenir ces formes d'éducation par le dialogue interculturel notamment et le dialogue interreligieux. Vous m'avez un peu mis au défi, Monsieur Doudou Diène, en disant que fera votre organisation? Eh bien c'est ça, en réalité pour nous, c'est vraiment, pour nous ce qui est important c'est ça, c'est comment rassembler des personnes qui sont chacun dans son éducation propre, dans sa philosophie propre, dans sa religion propre, etc. Mais comment partager ensemble afin que l'éducation du cœur se propage, l'éducation des valeurs se propage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la Fédération pour la paix universelle, on a toujours beaucoup insisté sur des programmes d'éducation du caractère, de formation du caractère. On a fait beaucoup de ça dans beaucoup de pays du monde. Et ces programmes ont toujours un caractère religieux. Éducation du caractère, ça veut dire pour nous éducation du cœur et éducation des valeurs. Ça, c'est l'éducation du caractère. Et c'est pour les jeunes et pour les moins jeunes, bien entendu. Donc, cet aspect interreligieux restera au cœur de nos activités. En même temps, vous savez, un projet phare de notre organisation, c'est cette idée qu'il faudrait à l'ONU, parce qu'on a parlé des conflits
un concile interreligieux, c'est-à-dire de rassembler des personnes qui viennent du domaine éducatif, du domaine religieux, du domaine culturel, dans chaque culture, chaque religion, si vous voulez, et qui devraient être à l'ONU, qui devraient être dans le système de l'ONU, pour être un peu une contrepartie comment dit-on, le comité, le Conseil de sécurité, pardon, le Conseil de sécurité qui s'occupe des guerres, qui s'occupe des conflits, mais qui souvent, ce sont les pays eux-mêmes qui se sentent sur leur propre chacun pour soi. Chacun cherche à sauver sa mise. Il y a des droits de veto, etc., etc. On a besoin, pour contrebalancer ça, d'un concile interreligieux. Notre fondateur avait fait cette proposition à l'ONU en l'an 2000, et c'est quelque chose qui, pour nous, reste un projet phare, parce que les personnes, et en fait, c'est la mission de l'UNESCO, mais il faudrait amener l'UNESCO dans l'ONU pour discuter avec justement le Conseil de sécurité, afin qu'au cas par cas, on puisse arriver à surmonter cela, avec un esprit qui dépasse justement le niveau purement national. Et d'ailleurs aussi, on développe des études de paix. Récemment, on développe une maîtrise d'études de paix à New York. Et il y a toujours cet aspect interculturel, interreligieux, qui est pour nous essentiel pour résoudre ces problèmes. Donc l'Occident, je vais terminer, l'Occident a tendance à insister sur la raison. On le voit à travers le logo de l'UNESCO d'ailleurs, qui représente le temple du Parthénon. C'est le temple de la raison, hein, n'est-ce pas? Mais la pensée orientale insiste aussi beaucoup sur l'esprit-cœur. L'esprit-cœur, le cœur, hein, dans la pensée chinoise, dans la pensée orientale. Et j'y viens. Et je pense que la pensée africaine est aussi une pensée du cœur, avec le concept d'Ubuntu qui inclut l'autre dans son ontologie, comme l'illustre cette citation de Mandela. Parce que j'aime beaucoup cette citation de Mandela. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons simplement acquis la liberté d'être libres, le droit de ne pas être opprimé, car être libre, ce n'est pas simplement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est aussi vivre d'une manière qui respecte et qui renforce la liberté d'autrui. Et ça, c'est effectivement, ça c'est la pensée africaine, je pense. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est cet aspect du cœur. Et je pense que ces continents, ces nations qui ont leur culture, une culture basée sur le cœur, ont un grand rôle à jouer. Quel que soit leur savoir, quelle que soit leur technologie, etc., ils ont un grand rôle à jouer pour la paix aujourd'hui. Alors, je ne peux pas résister pour conclure mon petit speech. Je voudrais cette magnifique citation d'Ibn Arabi. « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelles, abbaye pour les moines. Il est temple pour les idoles. Il est la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah, les feuillets du Coran. La religion que je professe, c'est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. » Ça, c'est un magnifique. Ibn Arabi qui a vécu il y a des siècles et des siècles, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, la beauté, la recherche du cœur est extrêmement importante. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ça, je pense, la mission de l'UNESCO. Alors, donc, je termine. On va terminer maintenant avec vous. Pour le dire, on a décidé de garder ce thème dans la fédération ici pour nos activités au cours de cette année. C'est très important. Et donc, on aura plusieurs activités autour de ce thème. Notre prochaine réunion aura lieu ici, à l'Espace Barreau, le 21 mars, et qui est le mois de la femme. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc nous aborderons la question de l'éducation des femmes et des jeunes filles, une question qui est non seulement en Afghanistan, mais dans beaucoup de pays, qui sont extrêmement importants. Et nous inviterons donc des ambassadeurs ou des représentants de l'UNESCO pour en parler également. Et nous vous inviterons aussi, bien entendu. La suivante sera en mai, et nous parlerons de l'œuvre de l'Université de la paix qui a été fondée par les Nations Unies à Costa Rica et de son influence sur la résolution et la transformation des conflits dans le monde. Voilà, merci beaucoup de votre accueil et d'être venu, même encore tard ce soir, mais merci de votre participation. Et voilà, on peut passer un peu du temps ensemble, on a un petit goûter ensemble si vous voulez. Hein, et puis voilà, restons en contact. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre si vous parlez l'anglais, désolé, ils sont en anglais, mais on a nos newsletters, hein, donc les infolettres qui sont sur les tables là-bas dans le couloir, et vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça vous renseignera un peu plus sur nos activités. Merci beaucoup.
petite annonce. Ah, il y a une petite annonce? Oui. Alors, le père François-Xavier Nsi Essono. Ah, qui est parmi nous ici. D'accord. Alors, l'éducation, il y a un colloque en juin 2024 sur l'éducation et la formation comme paradigme j'arrive pas à lire. Bon, alors très vite, hein, très très court, parce qu'on a terminé. Hein, c'est vraiment, juste lisez, soyez très très court, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis le père François-Xavier Essono, je suis ambassadeur de la paix, et je suis également docteur des universités européennes et africaines en sciences politiques, sciences de l'éducation et anthropologie. Pour joindre la pratique à la théorie, nous vous proposons au mois de juin, du 17 au 22 juin au Cameroun, c'est à Yaoundé, un colloque dans le cadre d'un salon international sur l'éducation et la formation, et le titre, le thème du colloque, c'est éducation et formation comme paradigme d'un renouveau des relations entre l'Afrique et la France. Nous savons qu'à l'heure actuelle, nous vivons ce que nous avons appelé le sentiment anti-français en Afrique, qui se conjugue ici par ce que nous appelons en sociologie aussi le sentiment anti-émigrant en France. Alors, est-ce que nous devons continuer cette violence réciproque entre la France et ses amis africains? C'est pour cela que nous vous invitons à ce colloque. Peut-être certains d'entre vous ne vont pas faire le déplacement. Le colloque sera en distanciel aussi, pour essayer de penser avec l'éducation comment repenser des relations durables entre l'Afrique et la France. Mais pas seulement entre l'Afrique et la France, nous sommes en train de parler de la paix dans le monde entier et de l'éducation dans le monde entier. Et c'est pour cela que je dis merci à Laurent, que j'ai connu à travers Yves Massé, et qui nous a proposé, dans le cadre de ce salon-là et de ce colloque, l'initiative des villes de la paix. Vous avez parlé des chemins de la paix. Nous souhaiterions arriver dans les villes de la paix en empruntant ces chemins de la paix. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc je remercie beaucoup encore une fois M. Doudou Diène, M. Andrea Mangiato. Merci beaucoup Soraya, notre merveilleuse modératrice. Et merci à vous tous pour vos interventions et votre écoute. Merci. À bientôt.